La crise et le Covid. Moi, je voudrais qu'on parle de Jean Castex, le Premier ministre. On a appris hier qu'il avait été contaminé par sa fille de 11 ans, théoriquement, qui a été elle-même porteuse du virus. Et donc, je vais vous voir, on va regarder ensemble ce qu'il dit aujourd'hui. Merci du fond du cœur à toutes celles et à tous ceux qui m'ont fait parvenir des messages. Et à l'exception de légers symptômes, je me porte bien. J'assume mes fonctions à l'isolement dans le strict respect du protocole sanitaire. Il est en effet dans son bureau. Il y a un trajet à Matignon qui lui permet de ne pas rencontrer les gens pour pouvoir travailler. On lui porte ses repas. On connaît les règles de l'isolement. Professeur, est-ce que vous avez été surprise? Il est doublement vacciné à l'AstraZeneca. Et voilà. Et donc, il n'est pas aujourd'hui dans la catégorie des personnes concernées par le rappel de la 3e dose. Alors, il y a plusieurs questions. Le fait qu'il soit contaminé me surprend pas tant que ça, dans la mesure où c'est quand même une personne qui est très exposée. À mon avis, il n'y a pas que sa fille qui était positive dans son entourage. On est face à un virus Delta extrêmement contagieux, beaucoup plus contagieux que ce qu'on en avait imaginé, beaucoup plus contagieux que le précédent, l'alpha, et beaucoup plus contagieux qui lui-même était plus contagieux que le virus initial. Donc c'est quand même un élément nouveau qui fait que la situation est assez différente de l'année dernière, où certes on n'était pas beaucoup vaccinés, mais on avait un virus moins méchant. Là, celui-là, on est vraiment surpris. Je trouve que les choses s'aggravent trop rapidement et que vraiment la contagiosité augmente dans des proportions qui sont très très surprenantes. Alors, la professeure dit, ça ne peut pas être seulement sa fille de 11 ans. Ça veut dire que les gestes barrières n'ont pas été observés. Vous avez vu les hommes politiques? Non, mais il a rencontré plein de gens. Il y a beaucoup de circulation. On a vu des images en milieu clos, effectivement, où il n'y a pas de port de masque, il n'y a pas de respect de la distanciation. Est-ce que c'était bien ventilé, pas ventilé? Donc, effectivement, l'exemple n'a pas. Mais on n'est pas surpris. Je précise que les studios sont très bien ventilés. Non, mais ça, c'est important. Et moi, je précise que je porte le masque par pédagogie. Voilà, c'est un geste qui maintenant va reprendre dans beaucoup de milieux et qui prend son sens. Donc moi, je ne suis pas surpris. Et puis, si vous voulez, on sait, vous l'avez rappelé, Madame Rouziou, que le vaccin, il est certes efficace sur les formes graves, on le sait à 90% au moins, mais on sait qu'en termes de transmission, il est à 50, 40, 50%. Donc on dit qu'on a menti aux Français, on n'a pas menti aux Français. Il y avait une souche originelle où là on était efficace sur les formes graves, sur la transmission. Le britannique, un peu moins sur la transmission. Et le Delta, qui est beaucoup plus contagieux, beaucoup moins sur la transmission. Oui, mais vous comprenez ceux qui disent, qui n'ont pas suivi, qui ne peuvent pas suivre tous les jours le détail des connaissances. Et on leur a dit que le vaccin, ça marchait. Oui. Et tout d'un coup, il y a un Premier ministre qui est contaminé. Bon, en fait, voilà, on reprécise bien les choses. On n'est pas entièrement protégé par le vaccin, et notamment par un Delta qui est très contagieux, c'est ce que vous dites. On est face à une réelle nouvelle épidémie avec un nouveau virus, et le vaccin a été construit sur la base du virus initial et pas sur la base du virus Delta. C'est pas un ARN messager du virus Delta. Donc la spicule n'est pas tout à fait pareille. Je pense que là, vraiment, il faut comprendre qu'en plus, les infections à coronavirus sont difficiles à induire une réponse immunitaire. Il y a un type d'anticorps, il y a des cellules qui répondent, mais on sait que ça ne perdure pas. Les enfants ont des rhumes tous les ans, les adultes aussi des infections. Enfin, c'est des infections très courantes, mais qui immunisent pas très longtemps. Donc là, on se trouve confronté à comprendre que le vaccin perd progressivement de l'efficacité vis-à-vis de la transmission, mais pas vis-à-vis de l'hospitalisation. Encore que, on commence à voir quand même des infections, y compris parmi des gens plus jeunes, même vaccinés. Donc effectivement, c'est très difficile à comprendre, mais tous les jours, on apprend des nouveautés. Et en fait, la situation est vraiment nouvelle par rapport à la situation précédente. Les choses s'accélèrent réellement. Et je crois que là, vraiment, il faut s'alarmer et il faut vraiment accélérer. On va en parler, on va voir quelles sont les possibilités. Je voudrais revenir juste un mot, parce qu'on parlait du milieu des politiques qui rencontrent beaucoup de monde. Oui. Et donc, où il faut globalement que les gestes barrières se retrouvent. Et globalement, ça veut dire qu'au travail, il faut remettre le masque. Ça veut dire qu'à l'hôpital, pardon de vous poser la question, les gestes barrières sont très bien respectés. Complètement. Oui, à l'hôpital, oui. Voilà, mais ça veut dire qu'il faut retrouver tous ces gestes, se remettre dans une situation de tension telle qu'elle était il y a un an. Je pense que dans les recommandations, demain, il y a un conseil de défense. C'est très important, si vous voulez, les gestes barrières,
le masque, changer régulièrement le masque. C'est vrai qu'il y a eu un relâchement important. On le voit chez les enfants avec les bronchiolites. Enfin, on commence à voir ce qu'on n'avait pas eu, l'année dernière. Donc, il va y avoir aussi la grippe. Donc, en même temps, on va essayer de se protéger à la fois sur le corona, mais la saison grippale qui va arriver. Après, si vous voulez, c'est vrai qu'on est à 30 500. Écoutez Olivier Véran, il en a parlé cet après-midi. Aujourd'hui, on va annoncer 30 000 cas de Covid sur 24 heures. C'est une hausse très importante des contaminations qui atteste, si c'était nécessaire, que nous sommes bel et bien, hélas, dans une 5e vague épidémique. Il est donc urgent de se vacciner et il est urgent de recevoir son rappel quand on est appelé à recevoir son rappel. Et la logistique suivra, évidemment. Voilà, donc on sent bien que le ton a changé depuis une semaine, ça y est, maintenant on est dans un ton grave et la situation c'est compliqué. On a encore une décorrélation, si vous voulez, par rapport au nombre de contaminations et les entrées à l'hôpital et en réanimation, même s'il y a un bruit de fond. Là, on était il y a 3 semaines à 1000 personnes en soins critiques, on est à 1400. On sait que quand vous avez 30 000 ou 35 000 hier, 20 000 et quand vous cumulez, ça fait 100 000 en 10 jours, 100 000 contaminations, que statistiquement vous aurez quelques cas de forme grave, tout le monde n'est pas vacciné, il y a des personnes avec des comorbidités, donc il va y avoir une montée. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent dans les 15 jours à 3 semaines à venir. Et le chiffre hospitalier, bien sûr, il faut voir les contaminations, mais ce qui est très important, si vous voulez, c'est l'entrée à l'hôpital. Alors, juste sur le chiffre des cas, est-ce que c'est le vrai chiffre ou est-ce qu'en fait il faut penser qu'il est beaucoup plus important parce qu'on a un problème peut-être de tests un peu moins important? Alors, à mon avis, il est plus important. Il est plus important pour plusieurs raisons. On sait que le virus circule beaucoup en ce moment, mais tout le monde ne fait pas de test. Le test est payant pour ceux qui sont très symptomatiques, qui ne vont pas forcément voir le médecin. Il faut à ce moment-là payer. Donc, ils ne payent pas, donc ils continuent à circuler, donc ils ne savent pas qu'ils sont positifs. Ils ne s'isolent pas. Donc, on a le fait que le test ne soit pas gratuit, facilite la circulation du virus et surtout nous fait perdre notre indicateur majeur qui est où on en est de l'épidémie et de la circulation virale. Mais il faut être flexible. Il y a un moment, moi aussi, j'étais en disant, écoutez, les tests de confort, mais on avait 4 5 000 cas. Aujourd'hui, c'est différent. On est flexible, voilà, on rembourse. Voilà, la situation a changé. Oui. La situation vraiment a changé et il faut s'adapter à chaque fois. C'est pas un souci. Il faut inciter à la vaccination, bien sûr, mais il faut aussi inciter à comprendre ce qui se passe en ce moment et comment évolue l'épidémie. Il y a un point important à comprendre, c'est que le gouvernement, tout le monde surveille le nombre de gens hospitalisés. Moi, virologue, je vous dis, je trouverais plus normal de surveiller la circulation du virus parce que c'est ça qui est le plus informatif et parce que il circule dans les écoles, et donc beaucoup de petites infections fait que ça prolifère et que ça devient totalement incontrôlable. On va parler avec aussi le syndicat des jeunes biologistes, mais je voudrais qu'on écoute. Il y a des politiques qui ont commencé à redemander. On les écoute sur le remboursement des tests. Les eaux usées déjà. Oui. Des tests à nouveau gratuits pour tous, sans condition. Évidemment, on ne lutte pas contre une pandémie en empêchant en réalité une partie de la population de pouvoir se tester, faute de moyens. Dans le moment où nous sommes, avec ce vaccin, ce virus qui revient, qui est très agressif, avec d'autres formes, je pense que si ça continue à s'amplifier, à s'aggraver, je pense qu'il faudra revenir sur la gratuité des tests. Mais bon, dans d'autres pays, il n'y a pas de tests gratuits. On sait très bien, ils ont coûté très cher dans beaucoup d'autres pays. Mais nous, c'est un avantage et il faudrait qu'on puisse les remettre gratuits. Le gouvernement a dit a priori non. Hein. C'est de l'argent, c'est cher, c'est de la perte d'informations importante et à un moment où on a besoin de savoir ce qui se passe. Donc c'est assez dramatique de se dire qu'il n'y a plus énormément de personnes qui ont besoin de tests. Et ce sont des classes sociales plutôt défavorisées. Donc franchement, c'est de la discrimination pour moi. Carrément. Bon, c'est donc urgence, oui. Peut-être que c'est une des premières mesures qu'il faudrait reprendre. C'est un outil. On a beaucoup d'outils. On a vaccination. Écoutez, maintenant, on n'est pas... C'est vrai qu'à une époque, l'époque a changé. C'était des tests de confort. On se disait ça coûte très cher, 80 € pour aller au cinéma ou pour aller
café, bon, aujourd'hui, c'est terminé. On est à 30 000 contaminations. On sait que ça va monter. Il y a les vacances de Noël qui arrivent aussi. Donc, je veux dire, c'est important de savoir. Hein. Il va y avoir des réunions familiales. C'est important de savoir aussi. Donc, les gens se tester au moins. Alors, je voudrais qu'on continue parce que ça a pris aujourd'hui une dimension. C'est pas très important les politiques au sens propre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des idées qui circulent aujourd'hui. Et comment vous, médecins, avec votre expertise, vous y répondez. Écoutez ceux qui veulent la suppression du pass sanitaire, puisque on peut être contaminé même si on est vacciné, disent-ils. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait besoin du pass sanitaire? Écoutez-les. C'est précisément parce qu'on sait qu'on peut être vacciné et contaminé que le pass sanitaire est une illusion de contrôle de la situation. Des tas de gens qui ont le pass sanitaire et qui sont vaccinés considèrent que c'est fini. Pour eux, le problème n'existe plus. Je pense que le vaccin est utile pour empêcher les formes graves du Covid. Ça, c'est une certitude. Mais la vraie question, c'est est-ce que le vaccin peut empêcher la circulation du virus? Je pense qu'aujourd'hui, la réponse est non. Donc, à quoi sert le pass sanitaire? À part à laisser la population sous une forme de contrainte qui est en même temps inutile et disproportionnée. Alors, le pass sanitaire? Non, à l'évidence, il sert actuellement. La preuve, c'est que vous allez au cinéma ou au concert, on voit bien que les gens s'y plient, ont fait leurs tests ou se sont vaccinés pour pouvoir aller. Donc le pass sanitaire a encore un rôle à jouer. C'est vrai que la vraie discussion, c'est le pass vaccinal. Et je n'irai certainement pas jusqu'à l'obligation vaccinale. Mais malgré tout, je trouve qu'il va falloir changer de politique vaccinale, c'est clair. Il faut donner l'alerte, il y a urgence. Et pour le moment, les décisions sont un peu lentes à mon avis. Je trouve qu'il faut, à l'évidence, le risque d'hospitalisation est quasiment le même à 40 ans, à 35 ans, à 40, à 50, à 60. Peut-être il est bien supérieur au-delà de 65 ans, mais les 40-50 ans, ils sont demandeurs. Et donc je trouve étonnant qu'on dise qu'on va les vacciner en mars. Mais attendez, c'est maintenant qu'il faut les vacciner, c'est maintenant qu'il faut accélérer avec évidemment un calendrier. En se disant peut-être qu'on pourrait dire ceux qui sont entre 4 à 6 mois de leur vaccination de leur deuxième dose, s'ils ont envie, qu'ils viennent et on ouvre les vaccinodromes et on y va. Il faut préserver Noël, il faut préserver l'avenir, il faut préserver le travail. Il faut vacciner, il faudrait rendre la vaccination systématique pour les soignants, quel que soit leur âge, les transports, les caissières. Enfin, il y a plein de professions qui sont exposées maintenant, qu'elles soient jeunes ou vieilles. Il faut les protéger. Donc, alors, vous dites... Moi, je pense que là, il ne faut pas avoir peur d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que le pass sanitaire a été inutile. C'est grâce au pass sanitaire, si vous voulez, qu'on a encore... On arrive à s'en sortir à l'hôpital, d'abord parce que les gens, ça les a... Et moi, je suis aujourd'hui pour le pass vaccinal. Bien sûr. On ne peut pas avoir la vaccination obligatoire. On explique ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut avoir... Le pass vaccinal, c'est plus le test. C'est-à-dire où vous êtes vacciné ou rien. Vous êtes vacciné. Alors après, on verra à quel moment on va faire entrer l'injection de rappel dans le pass sanitaire, dans le pass vaccinal, mais il y a 6 millions de personnes qui ne sont pas du tout vaccinées. Ces 6 millions de personnes, bon, certaines ne veulent pas venir, on ne les a pas convoquées, mais on sait que si cette obligation déguisée, parce qu'on ne peut pas obliger, on ne va pas fliquer les gens dans les rues, leur demander leur carnet de santé, par contre, pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, ils devront être vaccinés et pas simplement des tests. Alors concrètement, demain, au Conseil de défense sanitaire, il faudrait que demain, pour de vous... 18 ans, attendez, moi je pense qu'à partir de 18 ans jusqu'à 65 ans, ça a commencé, on fasse la dose de rappel. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, professeur Rouziou, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement 6 mois, on sait qu'il y a une variabilité. Quand on étudie, et vous l'avez fait, vous avez des gens, au bout de 4 mois, il n'y a plus d'anticorps, certains après 1 an, ils en ont encore. Donc là, en santé publique, on prend la majorité et on dit dose de rappel à partir de 5 mois, voilà. Donc dès demain, vous dites au Conseil de défense sanitaire... On ouvre les vaccinodromes. Écoutez, on voit quand même les résultats en Israël, la 3e dose. Parce que non seulement, on pense aussi qu'avec le rappel, vous allez augmenter peut-être la durée d'immunisation. En vaccinologie, vous savez que les enfants, diphtérie, tétanos, polio, 2e injection au bout d'1 mois, un rappel 1 an, 5 ans, 10 ans, on peut prolonger cette durée d'immunisation. Et on a vu...
Moi, si vous êtes d'accord, on a vu quand même que cette troisième dose, ce rappel, entraînait vraiment très rapidement, si vous voulez... Juste un mot. Pour ceux qui disent « Mais moi, j'ai beaucoup d'anticorps. Je viens de faire une sérologie. J'ai beaucoup d'anticorps. Pourquoi est-ce qu'il y a des soignants, par exemple? J'ai beaucoup d'anticorps. Pourquoi est-ce que j'irais faire la dose de rappel ?» Eh bien, en fait, il y a deux types d'immunité. Il y a l'immunité humorale avec les anticorps et l'immunité cellulaire. On arrive facilement à suivre l'immunité humorale parce que ce sont des tests ELISA assez simples qui sont faits en laboratoire. Par contre, l'immunité cellulaire, on ne l'a pas énormément explorée, mais on sait qu'elle est extrêmement importante puisqu'il y a des articles qui montrent que l'immunité humorale diminue dès 4 mois, 5 mois, 6 mois chez toutes les tranches d'âge. Et en même temps, c'est que toutes ces tranches d'âge sont protégées de la forme grave. Ça veut bien dire qu'il reste de l'immunité et que ce n'est pas le marqueur de protection qui sont les anticorps. Mais ça, c'est très intéressant parce que je pense que les gens Voilà, tout le monde a commencé à comprendre un certain nombre de choses, peut aller faire sa sérologie et puis dire « mais voilà, j'ai les anticorps ». Non, c'est plus compliqué, on a plusieurs types de protection et donc le vaccin et la troisième dose est importante. On va aller en Israël. Cyril Cohen, le docteur Cyril Cohen, bien connu bien sûr des spectateurs français, qui a été un peu le porte-parole de cette campagne en Israël qui a été suivie par le monde entier. Alors c'est clair, vous avez fait la troisième dose depuis le mois d'août dernier et vous avez considéré que grâce à cette troisième dose universelle, parce que vous l'avez ouverte rapidement à tous, c'est ce qui a permis d'endiguer l'épidémie ou pas ? Oui, bonsoir Ruth, bonsoir professeur Rouziou et Sebag. Oui, nous le pensons, je dirais même plus, nous avons des données, je l'avais dit, je crois, je suis un des auteurs dans l'étude, la plus grosse étude sur le rappel qui a été publiée dans le Lancet, où on montre clairement que 3 doses, c'est mieux que 2 doses. Malheureusement, comme vous le voyez en ce moment en France, c'est ça un peu qui nous chagrine et qui fait mal au cœur, parce que ce que vous vivez en France, on l'a vécu il y a à peu près 4 mois. On s'est rendu compte qu'il y avait une baisse de l'immunité après 2 doses, après 6 mois à peu près. Et donc, on n'avait pas beaucoup de choix, on ne voulait pas reconfiner. C'est pour ça qu'on a été vers une 3e dose, parce qu'on avait aussi des données préliminaires qui nous montraient que cette 3e dose pouvait aider à remonter l'immunité. Donc, graduellement, comme vous l'avez dit, fin juillet, août, septembre, on a commencé par les plus de 60 ans et très rapidement, on l'a ouverte à tout le monde pour donner justement cette possibilité de se protéger. Et je pense que d'autres pays devraient suivre cela, même si vous ne voulez pas la rendre obligatoire, au moins donner la possibilité aux gens de se protéger grâce à cette 3e dose qui vraiment permet de réduire les hospitalisations de 93% par rapport aux gens qui ont fait, par exemple, 2 doses, ou la morbidité, les risques de morbidité de 80% par rapport aux gens qui ont fait 2 doses. Le professeur, oui. Alors, docteur Sebag voudrait vous poser une question. Professeur Cohen, est-ce que vous avez l'impression que cette dose de rappel diminue aussi la transmission, puisque voilà, parce que quand même vous avez beaucoup moins de cas. J'ai regardé les contaminations en Israël depuis que vous avez commencé la 3e dose, alors vous étiez monté jusqu'à 10 000 cas. Je vais regarder un petit peu, vous êtes descendu à quelques centaines. Est-ce que ça voudrait dire que peut-être cette 3e dose améliore au niveau de la transmission ? Alors, on pense que ça peut réduire la transmission dans un premier temps. On ne sait pas combien de temps cela durera. C'est-à-dire que nos estimations, une fois de plus, vous avez parlé de l'immunité cellulaire, moi je travaille sur les cellules T, et de l'immunité humorale. Notre estimation, c'est que c'est vrai, ça fait remonter les anticorps, ça pourrait aider à réduire la transmission pendant les premières semaines, premiers mois après la vaccination. C'est ce qu'on a vu apparemment en Israël, on a d'autres paramètres. Combien de temps ça dure? 3 mois, 4 mois, 5 mois? Ça, c'est très dur pour nous de le dire, parce qu'on est les pionniers en fait. Ça nous ferait passer l'hiver. Non, mais c'est important. Et l'hiver, c'est ça qui est important. Alors, l'autre chose qui se passe en Israël aujourd'hui, c'est que vous avez commencé à vacciner les enfants, c'est-à-dire les moins de 12 ans, les 5 à 12 ans. Alors, c'est sûr que, honnêtement, il faut être clair, en France, si on parle de ça, ça va susciter des réactions extrêmement violentes à cette heure-ci. Mais comme avant le vaccin, il y avait 60% contre la vaccination, puis tout d'un coup, les gens se sont rendus compte que ça marchait, et puis ça a changé. Mais enfin, aujourd'hui, ça susciterait des très lourdes réactions. Comment c'est pris en Israël? Comment vous avez pris cette décision? Comment est-ce qu'elle est justifiée?
Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, comment c'est accepté ou comment c'est pris? On va dire de la manière la plus simple. Ce qui a été très important en Israël, c'est une certaine transparence. C'est-à-dire qu'il y a eu des débats qui ont été organisés publics, justement, nos comités, les comités de vaccination qui ont fait publier ces débats, et le public, des gens ont été tirés au sort et pouvaient intervenir, etc. Il y a eu beaucoup de discussions. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation en général de vaccination en Israël, mais même là, pour les enfants, donc, il n'y a aucune obligation. L'adhésion, l'adhésion des parents, on va dire à peu près 30 à 40% des parents sont positifs, sont pour. Je dirais que 20 à 30% hésitent, et c'est tout à fait normal. Et je dirais qu'une trentaine de pourcents sont totalement contre. Ça aussi, une fois de plus, on le considère comme normal. Même, je vous dirais, dans le discours de plusieurs responsables de la santé, c'était souvent, écoutez, nous comprenons, c'est votre choix, c'est le choix des parents, et ça, je le joins, c'est le choix des parents si à faire cette vaccination ou pas. Et le but, comme vous l'avez demandé, le but principal, c'est de protéger les enfants. Même s'ils font de très rares cas sévères, etc., nous avons vu, malheureusement, en Israël, des cas comme ça. Alors justement, dernière question, c'est pour protéger ceux qui pourraient contaminer. Alors on voit, vous avez dit, et c'est sûr, sans doute le Premier ministre n'a pas été contaminé seulement par sa fille, mais par un certain nombre de contacts. Mais on voit que les enfants peuvent contaminer les autres. Mais est-ce que c'est grave aussi pour eux? Par exemple, aux États-Unis, on sait qu'il y a eu des cas d'enfants avec des obésités qui ont fait des morts, mais des enfants... donc bon. Mais est-ce que c'est aussi pour protéger les enfants qu'il faut le faire? Totalement. Ça, c'est notre avis. C'est l'avis. En fait, c'est la chose principale ici. C'est-à-dire que ce que l'on voit en Israël, 1 sur 900 enfants infectés a fait une forme grave qui a nécessité justement des soins intensifs. 1 sur 2 à 3 000 enfants fait ce qu'on appelle des syndromes multi-inflammatoires qui arrivent après la Covid-19, 2 à 6 semaines après. C'est sûr, c'est encore rare, mais une fois de plus, si on compare, je dirais, différentes populations, il y a certains syndromes qui apparaissent chez les enfants qui n'apparaissent pas chez les adultes. Donc, pour nous, l'essentiel, c'est de protéger aussi les enfants. On peut, une fois de plus, discuter et parler du bénéfice-risque du vaccin. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment de recul, entre guillemets, par rapport aux essais que Pfizer a fait seulement sur 2-3 000 enfants. Ça aussi, on le comprend totalement. D'un autre côté, il y a d'autres pays comme les États-Unis qui ont déjà vacciné des millions d'enfants. Pour l'instant, on attend de voir leurs résultats, mais il semble qu'il n'y a pas catastrophe générale. Donc, on est vraiment dans une question de balance bénéfice-risque. Mais là, je dirais, la première chose, c'est le vaccin pour protéger les enfants. La deuxième chose, on pense que de cela découlera peut-être une protection parce que les enfants représentent aujourd'hui à peu près les 0 à 11 ans, 50% des contaminations quotidiennes. Merci beaucoup, merci pour cet éclairage très précis, très détaillé, très documenté de votre part. Merci, docteur Cyril Cohen. Cette question de la vaccination des enfants, elle va arriver sur le tapis Nous l'avons déjà posée à l'Académie de médecine avec développant les avantages et les inconvénients. Pour moi, il y a actuellement, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Cohen, il y a plus d'avantages que d'inconvénients dans la mesure où progressivement, on a accumulé plus de connaissances sur le risque de maladie chez l'enfant. Les myocardites, le risque de myocardite, il est très supérieur chez les non-vaccinés que chez les vaccinés. Donc ça, c'est quand même un élément. La maladie Covid, long cours, la maladie Covid inflammatoire chez l'enfant, elle n'est pas si, le Kawasaki, elle n'est pas si anodine que ça. Ça nécessite quand même des hospitalisations. Et puis l'enfant est un grand réservoir de virus. Il a totalement raison sur le fait que nombre de positivités en ce moment sont observées chez les enfants, avec les enfants qui vivent dans un foyer où il y a un immunodéprimé ou une personne âgée, l'école, il y a combien de classes fermées? Aujourd'hui, beaucoup plus de classes qui sont fermées. Beaucoup plus de classes fermées. Absolument. Donc je pense que, là encore, si le marqueur, c'est simplement la maladie, on se trompe, alors que si le marqueur, c'est la circulation du virus, il n'y a plus à hésiter, il faut y aller assez rapidement pour protéger du confinement. C'est exactement ce qu'il a dit. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on va tout le temps aller en empilant des mesures et des mesures toujours trop tardives. Mais voyez, c'est le dilemme entre le scientifique, le médical et la sociologie. Aujourd'hui, c'est vrai que avoir le discours, et on sait que scientifiquement, M. Cohen l'a dit, bien sûr, il faudra attendre. Aux États-Unis, il y a plus d'1 million d'enfants qui ont été vaccinés, voir si les effets secondaires, ça n'a pas été encore publié. Mais c'est un discours qui n'est pas audible aujourd'hui.
Aujourd'hui, on a déjà regardé les polémiques au niveau politique, on en est sur le rappel aujourd'hui. Donc si vous mettez sur la table la discussion sur les enfants, à monter, alors que ça peut tout à fait se justifier pour les enfants eux-mêmes et pour la circulation du virus. Il y a un double avantage. Mais je pense qu'on n'est pas mûr pour ça. Alors, ce qui est triste, hein, d'ailleurs. Oui, mais il y a des parents volontaires. Oui. Après, il y aura l'accessibilité. L'acceptation des parents, la dérange Là des parents. encore, je voudrais ouvrir. Mais il faut en parler, éduquer doucement. Mais... Qu'on conclue. Qu'est-ce que vous attendez demain du Conseil de défense sanitaire? Vous, médecin, qui êtes tous les jours en contact avec la Covid. Le rappel à partir de 18 ans pour tous les adultes, le plus rapidement possible, entre 4 et 6 mois. Pas obligatoirement d'attendre 6 mois, le plus rapidement possible. Deuxièmement, passage du pass sanitaire au pass vaccinal, déjà. Et puis, bien sûr, les gestes barrières et port strict du masque dans les lieux clos. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et renforcement des contrôles, vérification du pass que j'espère demain vaccinal. Professeur Rouziou. Oui, je suis entièrement d'accord. Je rajouterais renforcement des contrôles dans les bars, dans les restaurants. Je pense qu'il faut que la vie continue. Et il faut que la vie de Noël soit préservée. Bien sûr. Et donc, je suis entièrement d'accord. Il faut accélérer au plus vite cette vaccination, d'autant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très volontaires et qui ont compris que pour passer les vacances avec les grands-parents, ce serait quand même mieux qu'ils aient cette 3e dose, quel que soit leur âge, quel que soit leur métier, même si on va peut-être vers du télétravail et autres. La vie sociale doit continuer et le vaccin peut nous y aider. Merci beaucoup, merci infiniment.